Christian Toumi n'est pas celui qu'on peut considérer uniquement comme un simple prélat. Mais on devrait le considérer comme une armoire de connaissances. Mais au-delà de ça, on devrait aussi connaître son implication dans des affaires politiques. Christian Toumi disait, je ne suis pas un homme politique, je suis comme le citoyen lambda. Parce que les hommes de Dieu ne sont pas des hommes politiques. Sur ce point, je ne peux pas partager son point de vue parce que Christian Toumi était beaucoup mêlé à la vie politique et parce qu'il avait des relations privilégiées, non seulement avec Paul Biya, mais aussi avec l'opposition. Christian Toumi, faut-il le dire, a connu Paul Biya parce qu'ils étaient tous les anciens du petit séminaire d'Akono. Si Christian Toumi n'a pas été président, il a côtoyé beaucoup de présidents et a côtoyé longtemps Paul Biya, étant déjà président. Il faut se dire que du Cameroun ou du séminaire d'Akono en passant par Mvolié, on peut noter que Christian Toumi connaissait, par exemple, l'abbé Fulbert Yuru, qui est devenu président au niveau du Congo, qui est passé par le petit séminaire d'Akono. Il a côtoyé Boganda, qui est passé par le séminaire de Mvolié. Christian Toumi a aussi été impliqué dans tout ce qui concernait les décisions politiques au Cameroun, les grands événements, parce qu'on a souvent eu recours à lui. Recours à lui dans l'ombre, dans la antichambre, de telle sorte que on n'a pas véritablement compris le jeu d'équilibriste ou de funambule qui tentait de jouer, à tel point que du côté du gouvernement, on disait qu'il était déjà même avec les opposants. Mais pendant ce temps aussi, vous avez pu le constater, du côté des Ambazoniens, il a été pris à partie. De telle sorte qu'il a même été enlevé le 5 novembre 2020 jusqu'à être libéré le lendemain, le 6 novembre. Et celui qui avait mené cette opération était un pasteur reconverti en général ambazonien, reprochant au cardinal Toumi sa frilosité ou sa prise de position ou sa complicité avec le régime de Yaoundé, puisque selon ce pasteur et ce général ambazonien, c'est le cardinal Toumi qui, passant devant les médias, avait déclaré que la situation s'était stabilisée dans les régions du nord-ouest et sud-ouest et qu'il pouvait avoir une rentrée scolaire. Il avait donc donné son OK pour pouvoir aussi réhabiliter le régime de Yaoundé, puisque c'était le son de cloche qui venait du palais de Toudi. Était-il manipulé? Avait-il certaines relations compliquées? Et c'est là où il faut donc entrer dans le rôle du cardinal Toumi à chaque période de l'histoire du Cameroun. Puisque s'il est nommé archevêque de Garoua, il faut quand même se dire qu'il le devient justement le 19 novembre 1982. Rappelez-vous, Paul Biya est président de la République le 6 novembre 1982. Première coïncidence. Deuxième chose,
Le cardinal Toumi va jouer un rôle très important lorsque le Cameroun sera à feu et à sang dans les années 90, où le régime de Yaoundé est en train de tanguer avec des manifestations et surtout les villes mortes. Le cardinal Christian Toumi, alors que le vent de l'Est est en train de souffler sur l'Afrique, alors que beaucoup d'autres pays sont obligés de faire ce qu'on appelle les conférences nationales souveraines, alors que le président français, François Mitterrand, vient de faire un discours historique à la Bolle en juin 1990, eh bien, le cardinal Toumi va essayer de calmer le jeu lorsque le Cameroun va prendre feu. Le Cameroun va prendre feu suite d'abord à l'affaire Yondo Black, où Paul Biya avait juré qu'il n'y aura pas de démocratie, de multipartisme au Cameroun, va se retrouver confronté à une affaire, à savoir les partis politiques qui veulent déjà exister. Ainsi, pour briser Yondo Black, on va dire qu'on a trouvé un projet de constitution d'un parti politique chez lui. Il sera arrêté. Quelqu'un qui était son ami va s'enfuir, va partir en exil, mais il restera Ekwe et Anissé et Kane. Ils seront jetés en prison. Nous sommes exactement en avril. Nous sommes en avril 91. Entre-temps, avant cela, il faut savoir qu'il y avait déjà eu des événements avec, par exemple, ce carnage qu'il y avait eu à Bamenda lorsque Frumdi, lui également, le 26 mai, avait officialisé, selon lui, le SDF. L'armée camerounaise va sortir, il y aura 6 morts. C'était le premier carnage. Parce que le régime avait dit jamais. Lorsque, justement, ce process va se tenir, ça ne va pas calmer les ardeurs. Bien au contraire, de partout, on va entendre des choses commencer à vibrer. Le Cameroun est en ébullition. Parce que il y a un comité, un noyau qui s'est créé et qu'on appelle la coordination des partis de l'opposition. Alors qu'il n'y avait pas encore, ces partis n'étaient pas encore légalisés. Et puis, la distribution des tracts va commencer non seulement au niveau de l'université de Yaoundé, exactement le 2 avril. Et qui distribuait ces tracts à cette époque? C'était un certain Colin Powell. Qui était Colin Powell? C'est celui qu'on appelle aujourd'hui le général Wanto. Les mêmes tracts seront distribués par Mbouama Sok, qui va donc demander aux populations, parce qu'il était membre du bureau de la coordination de l'opposition, qui va donc demander aux sociétés et aussi aux élèves de ne pas se rendre à l'école les 17 et 18 avril. Voilà comment commencent les villes mortes. Au départ, on ne les suit pas. Mais au 25 avril, l'opposition se saisit donc de cette affaire des villes mortes pour dire maintenant,
on va passer à l'étape suivante. Nous nous ordonnons ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est ainsi que le Cameroun entre dans une étape incroyable. Paul Biya envoie son armée pour essayer de zigouiller tout le monde. Mais ça ne calme pas. Douala devient un enfer. On ne peut plus circuler. Yaoundé est presque au bout de l'essoufflement. Parce qu'à l'université de Yaoundé, et les opposants aussi, demandent une conférence nationale souveraine. Cette conférence nationale souveraine qui d'ailleurs avait fait partir certains dictateurs provisoirement, comme Denis Sassou Nguesso au Congo. Derrière cela, un événement va se produire. En août 1991, eh bien, le cardinal Toumi est envoyé à Douala, là où il fait très chaud. Il va tenter d'entrer en contact avec certains leaders de l'opposition. Paul Biya, voyant que ça soufflait et que Paris ne tenait plus, et après avoir consulté également le cardinal Toumi, il va donc décider de faire un discours à la télé le 11 octobre 1991, annonçant ce qu'on appelle la tenue d'une tripartite. Et pour cette tripartite, elle devrait être supervisée et coordonnée par son premier ministre de l'époque, qui s'appelait Sadou Ayatou. La tripartite devrait regrouper l'opposition, les membres de la société civile, puis le gouvernement. Premier couac, l'opposition va demander au régime Biya que si vous voulez que nous venions, eh bien, la première des conditions, c'est de trouver un interlocuteur neutre. Vous ne pouvez pas être jugé et parti. Mais néanmoins, Paul Biya va insister pour qu'il puisse rester là, et d'autant plus qu'il y a l'assurance de l'Église catholique. Donc, le cardinal Toumi et Monseigneur Onomimboui, Jérôme. C'est eux qui vont donc convaincre l'opposition à accepter ces assises qui commencent à Douala le 30 octobre 1991 jusqu'au 15 novembre. Il y a 300 délégués qui sont dans la salle. Et bien sûr, à cette époque, on avait une opposition très dure. Donc, par exemple, Foundi, on avait les Ameni Biele qui étaient coordonnateurs, sans pour autant oublier que chargé des négociations, c'était le docteur Adamo Damjoya. On avait, par exemple, comme je l'ai dit, d'autres comme Isaka, qui était là avec Samuel Ebois. Le deuxième jour, lorsque, bien sûr, Ameni Biele va prendre la parole, il va dire, Monsieur le Premier ministre, votre réunion est truquée parce que vous avez vous-même choisi les participants pour que vous soyez toujours dans la majorité et que les résolutions soient votées par vous. Toutes les décisions seront prises par vous. Parce qu'il faut se rappeler que le 11 octobre, quand Paul Biya parle à la télé, il dit toutes les résolutions de la tripartite qui seront prises vont s'appliquer à tout le monde. C'est Paul Biya qui avait pris engagement. Mais lorsque on arrive, à peine avait-il dit ça, que Sadou Ayatou avait retiré la parole à Ameni Biele, lui disant qu'il n'a plus droit à la parole. C'est ainsi que l'opposition va décider de quitter bel et bien le palais des congrès où se tenaient les assises. À cet instant-là, le régime Biya sait que tout est mort.
Parce que, une fois de plus, les populations allaient repartir de plus belle. Même Monseigneur Ouonomimboué va charger le cardinal Toumi d'aller négocier avec l'opposition pour revenir dans la salle. Monseigneur Ouonomimboué affirmant que si jamais on ne peut pas s'asseoir, c'est que on le fait pour l'intérêt du pays. Et le cardinal Toumi prend engagement qu'il ira rencontrer son ami Paul Biya. C'est ainsi donc que l'opposition revient dans la salle. Et dans la salle, les travaux reprennent. Mais la priorité de l'opposition, c'était, bien sûr, d'obtenir ce qu'on appelle les réformes institutionnelles, telles que la Constitution, telles que la Cour des comptes, telles que l'accès aux médias, et tout cela. Après ces concertations, beaucoup de choses avaient paru être crédibles. On avait beaucoup d'espoir. Mais comme d'habitude, Paul Biya n'était pas là. C'est plutôt Sadou Ayatou qui était au four et au moulin. Et lorsqu'il fallait signer la décision finale, c'est là où on a commencé à voir donc des manœuvres dans les coulisses. Parce que d'abord, le docteur Adamou Damdjoya, il sera écarté au profit de Fossum Henri, qui va continuer, puis Claire Ndoko, qu'on appelait Dame de Fer, c'est elle qui va lire la résolution. Cette résolution va quand même dire qu'à partir de cet instant, les décisions qui ont été prises, puisque la commission de révision de la Constitution, c'était animée par le professeur Joseph Ouona. Première décision, le mandat présidentiel, 5 ans, renouvelable, un mandat renouvelable une seule fois. C'était validé. 2, création des cours de compte, validé. 3, ce qu'on appelait, bien évidemment, l'accès aux médias et le statut des partis politiques validé. Et d'autres bisbilles. Je ne prends que ça. Sauf que, à la sortie de là, il fallait signer le document final. Au document final, c'est là où certains membres de l'opposition vont sentir que c'est une tromperie. D'ailleurs, Frondi, à l'époque, très grand opposant, ne l'avait pas signé. Beaucoup ne l'avaient pas signé. Sur 21 partis, disons, on peut dire 21 partis qui étaient conviés, il y a 14 qui l'avaient signé. Et parmi ceux-là, il y avait Ebois, Samuel, il est décédé. Il y avait Antar Gassagaï, il est décédé. Et il y avait, bref, il y avait le docteur Adamou Damdjoya, il est décédé. Bref, tous ceux qui ont signé ce papier, du côté de l'opposition, ils sont perdus. Mais en signant cela, devant le cardinal Toumi, qui avait aussi pris cet engagement, parce que c'est une autorité religieuse, l'opposition s'était engagée de mettre fin au mot de ville morte, de lever cela. C'était fini. Voilà comment est-ce que le régime Biya, le lendemain, est raffermi.
Voilà comment le régime Biya qui était en train de tomber a été sauvé grâce à l'entremise de deux religieux. Et pendant ce temps, il y avait dans les couloirs des négociations qui se passaient au niveau du Mont Fébé, actionnées par un certain Peter Mukoko Mbonjo, qui bien sûr était un grand diplomate de toutes les façons, diplômé dans les sciences politiques, il était quand même docteur en sciences politiques, il est, et aussi bilingue. C'est lui donc qui va commencer à débaucher les leaders de l'opposition. C'est à partir de cet instant que l'opposition camerounaise est morte. Puisque, avec cela, Paul Biya ira tranquillement aux élections de 1992, où il sera déclaré vainqueur. Et même si au niveau du Parlement, Paul Biya y arrive, il était affaibli. Puisque l'opposition avait plus de députés que le RDPC. Donc tout pouvait basculer à cet instant-là. Mais qu'est-ce que Biya avait fait? Pendant ce qu'on appelait la tripartite, qui a redonné la vie au régime moribond, mourant, comateux du régime Biya, c'est en ce moment-là, et justement, qu'on a profité pour recruter à gauche et à droite ceux qui pouvaient être quelques leaders. Et le premier a tombé. C'était Dakole Daïsala. Parce que Dakole Daïsala avait eu 6 députés avec son parti, le MDR. Alors, il faut savoir que Dakole Daïsala, en 1984, avait été jeté en prison par Paul Biya, sous prétexte qu'il était parmi les putschistes. Le gars, il passe 7 ans en prison. Quand il ressort, il se retrouve en train de dire, de faire le très grand opposant en disant comment est-ce qu'il va tout casser. Mais, lorsqu'on a vu qu'il s'agitait beaucoup, on l'a appelé. Biya l'a nommé ministre. Et en prenant les 6 députés, Biya était déjà gagnant. C'est la même chose qu'il avait eu à faire avec justement Bello Bouba. Et d'ailleurs, ce Dakole Daïsala, il y est resté jusqu'en 1987. Quand il a vu que maintenant on a fait qu'il sorti du gouvernement, il est revenu maintenant encore dans l'opposition. Et quand dans l'opposition, dès qu'il a encore commencé à faire du bruit, on le reprend encore 2000-2004. Voilà les opposants camerounais. Même chose avec Bello Bouba Maïgari. Ce gars, c'est un type qui mange le gari partout. Même avec le sel, même avec le sel, les cailloux, Bello Bouba mange tous les garis. Voilà un type qui était Premier ministre. Je crois que de 82 à 83. Paul Biya le chasse du gouvernement. Dès qu'on l'a chassé, il va à l'UNDP. Il dit que bon, maintenant je suis devenu opposant. Étant opposant là-bas, dès qu'on a vu qu'il voulait déjà, on pouvait lui donner quelque chose, c'est de la même façon que Paul Biya a fait d'ailleurs qu'il aille renverser Samuel Ebois. Il a renversé Samuel Ebois. Il a pris le parti. Et depuis là, il entrait dans le gouvernement ministre d'État. Il était opposant. Hein? Et il disait qu'il va venger Aïdjo. Qu'on n'aimait pas les nordistes. Mais dès qu'on lui a donné à manger, lui Paul, il fait les affaires, comme je vous ai dit la dernière fois, avec le frère de Biya. Il n'est plus jamais sorti du gouvernement. Un type comme Kodok, exactement comme Maï Matip. Kodok était
PDG de Camer, au moment, entre 83 et 89, il est avec le gouvernement. Dès qu'on l'a enlevé, Paul lui a dit qu'il est... Kodok dit que je suis devenu opposant. Et c'est de là que va sortir la célèbre phrase qui murmure dans la salle. Puisque, dès qu'on a vu qu'il s'agitait, on a dit, on peut reprendre celui-là. On l'a encore cueilli comme ça. Le ministre de l'administration territoriale a même fait que ce soit son parti, son UPC, qui soit reconnu, et il a été encore nommé ministre. Parce que c'est Isaka qui avait fait qu'il vienne là. Parce qu'il faut se rappeler que les premiers partis politiques à être légalisés au Cameroun, c'est en 90. En 91, en 91, voulais-je dire. Et exactement en décembre. Et ces premiers partis politiques, c'était bel et bien l'UPC, l'UPC, et il y avait la DIC. Quand on a légalisé ça, en février, on va encore légaliser une certaine cuvée, jusqu'à ce qu'ils vont atteindre en mars 11 partis politiques. C'est comme ça qu'on les choisissait. Vous comprenez donc que les opposants camerounais, à partir de la tripartite, où était le cardinal Toumi, ont compris qu'ils pouvaient se vendre aux enchères. Ils ont trahi le peuple. Et même la cause anglophone aujourd'hui. Parce que si on pose des questions, qu'est-ce qui a été appliqué? Rien du tout. Paul Biya trahit le peuple comme également ce qui était à la tripartite. Mais, en 1993, toujours le cardinal Toumi, avec d'autres leaders, avait organisé la All Anglophone Conference à Buea, qui avait regroupé plus de 5000 personnes, exigeant le retour au fédéralisme à 2 États. Comme ils avaient déjà d'ailleurs annoncé en 1991 qu'il faudrait le retour au fédéralisme. Le gouvernement camerounais avait accepté. Hein? Ils ne sont jamais revenus sur ça. Mais qu'est-ce que ça a fait? Rien. En 1994, ils ont encore organisé une autre conférence anglophone. Cette fois-ci, à Bamenda. Je vous ai dit que celle de Buea, c'était 5000 personnes. Celle de 1994, elle a abouti à quoi? Rien du tout. À partir de là, le cardinal Toumi devait dire aux Camerounais que Paul Biya a trompé lui-même et le peuple. Mais a-t-il été aussi cru, aussi dur, avec cette aile dure du pouvoir? Puisque lui-même, au niveau de la conférence, au niveau de la tripartite, on disait déjà que cette organisation, c'était un truc morni, juste pour essayer de libérer, de sauver le soldat Biya. Qu'est-ce qu'il y a eu? À part tourner les Camerounais en bourrique. Et même avant sa mort, il voulait organiser une autre conférence qui n'a jamais eu lieu. Est-ce que Biya respectait véritablement le cardinal Toumi? J'en doute. Parce que s'il l'aurait respecté, ne serait-ce qu'avant de mourir, le cardinal qui voulait le rencontrer et qui d'ailleurs avait promis
le rencontrer après l'élection de 2018, parce que lui-même avait dit qu'il avait dit à Biya de ne plus se présenter, mais il n'a pas été reçu. Avant l'élection, après l'élection, parce que Biya a interdit sa conférence jusqu'à ce qu'il meure. Aura-t-il obtenu la paix qu'il disait qu'il voulait? Non. Aurait-il dit des vérités à Paul Biya lui-même? Il a plutôt cherché à critiquer plutôt ses ministres uniquement en déclarant que on ne peut pas diriger un peuple sans la crainte de Dieu. Les ministres et responsables du Cameroun vont rendre compte à Dieu. Pourtant, aussi vrai qu'il était puissant, aussi vrai sa parole portait. Aussi vrai, il était capable de changer beaucoup de choses. Comme on a vu certains prélats au Congo, comme on en a vu un peu partout dans le monde, qui peuvent parfois se dresser contre la dictature. Comme le disait Monseigneur Dogmon, je suis du côté de la victime et non du côté du bourreau. Mais le cardinal Toumi n'a jamais nié qu'il était un ami de Biya et un grand ami de Belinga et Boutou. Quel sera son bilan? Fallait-il attendre qu'il vienne tout simplement à mourir pour décrier et pour demander à Paul Biya pourquoi les prélats meurent? Pourquoi n'a-t-il jamais revendiqué, s'indigner face à l'assassinat des évêques? Monseigneur Plumet a été tué devant le cardinal Toumi. S'était-il terriblement indigné en 92? On a vu l'assassinat en 88 de Labendi. S'était-il indigné? Et qu'a-t-il fait comme pression à l'État du Cameroun? On a vu en Balmayo un évêque se faire crucifier avec un autre prêtre. Qu'avait-il dit? On a vu le père Angel Benven se faire massacrer chez lui avec des gestes sataniques en 95. Qu'est-ce que le cardinal Toumi avait dit? On a vu les sœurs se faire violer à Djoum. Qu'avait-il dit? On a vu l'abbé Maternendi se faire tuer en 88. Qu'avait-il dit? Si vous vous souvenez de ça, venez me le dire ou me le rappeler jusqu'au dernier événement de l'assassinat de Monseigneur Bala en 2017, sur lequel je reviendrai. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis là pour rappeler des faits historiques. Parce que
on commence par nous juger sur terre avant que Dieu tranche au ciel. Dans quel état le cardinal Toumi laisse-t-il l'église camerounaise? Pédophilie, zoophilie, détournement de fonds, toutes sortes de déviances. Le poisson pourri par la tête, dit un proverbe africain. Même s'il était propre, qu'est-ce qu'il faisait dans cette mare de charbon? Pourquoi n'a-t-il pas nettoyé sa maison? Pourquoi a-t-il laissé Lucifer prendre possession de ses bergers? Pourquoi ne s'est-il pas dressé définitivement contre Paul Biya, qui était quand même et qui reste le responsable de tous ces massacres? Dans quel autre pays a-t-on vu les prêtres se faire massacrer, les évêques et le cardinal rester muet, comme une carte? Et on me dit, taisez-vous. Quand on est en difficulté, quand on est persécuté, on va se réfugier où? Chez des hommes de Dieu. Quand on a tout perdu, quand on n'a pas d'espoir, on va se réfugier chez les hommes de Dieu. Mais quand on voit parfois aujourd'hui les allures de l'Église catholique qui se limitent juste à désarmer les Ambazoniens pour les remettre dans des camps, soi-disant de désarmement, de quoi, de réintégration. Est-ce là le rôle de l'Église dans un pays ou dans les régions anglophones dont il était issu? Quand il se présentera devant Dieu, qui lui dira, Cardinal Toumi, 12 000 morts dans tes régions, ces enfants qui sont dans les brousses, ces mamans qui crient dans la forêt, ces hommes déplacés au Nigeria. Qu'as-tu fait avec ton Paul, Saoul, comme l'appelait Monseigneur à Congo? Prions que la terre de nos ancêtres soit légère au cardinal Toumi.